Se multiplient, les habitants du quartier sont à bout et envisagent de quitter les lieux. Cette recrudescence de la délinquance au sein du chef-lieu semble à mettre en relation avec la disparition progressive des bénévoles aux Gilets jaunes. Un sujet signé Patrick Millan et Leslie Vimenet. Au mois de juin 2016, les autorités avaient procédé à la destruction d'habitations illégales dans le quartier de Tanafou à Passamenti. Les semaines qui suivirent ont été marquées par de nombreux faits de violence et de cambriolage dans la zone. Les policiers avaient alors augmenté les rondes et le calme est peu à peu revenu jusqu'à cette fin d'année 2018 qui semble sonner le retour au premier plan des faits divers dans le quartier. Ma femme dormait et il y a l'alarme qui a déclenché, c'est les voisins qui ont entendu l'alarme et ils ont appelé la police et la police est venue sur place, mais malgré tout ça ils sont partis, ils ne les ont pas vus. Pendant 3 semaines ils sont venus plus de 3 fois, donc ils ont cassé des voitures, ils ont volé plein de trucs, ils rentrent dans les maisons, ils cassent les portes et là on a commencé à voir avancer. Le ras-le-bol est réel pour Kamal, mais également pour l'ensemble du voisinage. En effet, les cambriolages et les actes de vandalisme n'épargnent personne. Hier, je ne sais pas, mais hier, il y a eu une coupure d'électricité. Apparemment, donc voilà, ils en ont profité. En fait, on avait mis des draps, des habits à sécher. Enfin, voilà, ils ont tout pris, même les pinces. Ils ont même une cuvette avec les linges sales. Ils sont partis avec. En 2016, plusieurs locataires et propriétaires ont quitté le quartier en raison de la délinquance qui a sévi dans la zone. Si les choses étaient rentrées dans l'ordre, la peur anime à nouveau les habitants de Tanafou qui espèrent quitter rapidement les lieux. Oui, ça remonte à l'année dernière, j'étais enceinte, des gamins ont essayé de rentrer chez moi. J'ai crié, j'ai appelé la police, ils sont venus. Et ça s'était calmé depuis un moment. Et là, depuis quelques mois, là, c'est l'enfer. Ils passent par-dessus la clôture qu'on a derrière avec plein de chiens. On ne sait même pas d'où viennent les chiens. On a alerté la cime par rapport au passage clandestin. Des gens qui viennent de je ne sais où, qui passent là pour aller à Tunzu. Et bien maintenant, on ne dort plus. Moi, ma voiture a été cassée. Et ben, on a essayé de venir chez moi en neutralisant l'alarme. Malgré le barbelé qu'on a installé sous le balcon, et ben, on ne dort plus. C'est fini. On passe déménager, mais pour aller où, on ne sait pas. Peut-être en affaires, mais je ne sais pas. Le syndicat UNSA Police confirme de son côté que la délinquance progresse à nouveau après des mois d'accalmie relative. Cela s'explique notamment par le désengagement de certaines associations de bénévoles. Nombre d'entre elles protestent contre la reconduite aux frontières de gilets jaunes en situation irrégulière, mais participant quotidiennement aux opérations de sécurisation du chef-lieu. Social dans votre 19h, la semaine passée, le secrétaire général de la CGTMA était sur notre plateau afin d'évoquer les combats sociaux de 2019. Ce matin, c'était au tour du secrétaire général de l'UDFO de faire le point en cette nouvelle année. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'insatisfaction reste au rendez-vous 1 an après l'application du Code du travail de droit commun. Et Lanziz Amidou n'hésite pas à parler d'une coquille vide, en raison notamment de l'absence d'égalité en matière de sécurité sociale. Par ailleurs, le syndicaliste fustige l'attitude du grand patronat qui, selon lui, refuse d'appliquer le droit à Mayotte. Le point dans ce sujet avec au montage Daniel Deragakura. Le 1er janvier 2018, le Code de travail de droit commun est officiellement entré en vigueur à Mayotte. Cependant, la mise en place de certaines mesures se fait progressivement, trop lentement pour le secrétaire général de l'UDFO qui dénonce un traitement inégalitaire entre Mayotte et le reste du territoire national. On est dans un département français, on n'est pas, je sais pas, on n'est pas en Afrique, on n'est pas dans un autre régime, on est dans la République une et indivisible. Comment peut-on concevoir d'avoir des disparités comme ça, des inégalités criantes au niveau d'un département? On ne donne pas la même chose à Mayotte. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on a fait de mal? Est-ce qu'on est français ou on n'est pas français? Les minima sociaux, il n'y en a pas. Ici, un retraité qui a travaillé toute sa vie, qui a cotisé, gagne à peu près la même chose que ce qu'on appelle ici le minimum vieillesse, le ASPA, l'allocation spéciale personnes âgées. Eh bien, tous ces gens-là touchent la même chose. Principal frein à l'égalité réelle, le Code de sécurité sociale de droit commun n'est pas applicable à Mayotte. Le rattrapage est en effet prévu en 2036, une date beaucoup trop lointaine pour Force ouvrière, qui considère par ailleurs que certaines entreprises continuent de faire le forcing pour que les droits ne s'appliquent pas
au rythme des devoirs. Le Code du travail est vidé de son sens s'agissant des avantages sociaux. Donc aujourd'hui, quand on parle du Code du travail, on peut peut-être s'en féliciter s'agissant de la formation professionnelle, mais il n'y a que ça comme avantage. Et le reste, c'est comme avant. C'est comme avant, on continue comme avant. S'agissant des conventions collectives, les conventions collectives, c'est, vous savez, les lois Macron, les lois Pénicaud, toutes ces lois-là, ce sont des lois qui obligent les salariés non pas à avoir des accords de branche, mais à aller négocier avec l'entreprise pour avoir des semblants de droits. Donc aujourd'hui, à Mayotte, on a des entreprises qui résistent, qui se croient, je sais pas, dans l'Eldorado, qui vivent peut-être dans une colonie où ils ont l'habitude. Ah, ça y est, voilà. Les grands mots. Les grands mots. La colonie, on y vient. Non, mais ils ont le sentiment d'impunité, donc ils font ce qu'ils veulent. La ministre des Outre-mer a assuré que la date de 2036 n'était pas raisonnable et qu'il convenait d'aller plus vite. En ce qui concerne l'application du Code de travail, les conventions collectives peinent encore à voir le jour, aux grandes dames des Lanzisa MeToo. Ce dernier craint d'ailleurs que l'année 2019 soit synonyme de mouvements sociaux. Je vais rencontrer le MEDEF et les autres patrons, mais aujourd'hui, rencontrer les gens, ça ne veut pas dire régler les problèmes tout de suite. Oui. Donc on va... Mais on les aborde déjà. Voilà. On va se autour de la table, on discute. C'est déjà ça. On va se voir, et on va essayer de régler ce problème-là dans le dialogue social. Mais s'il n'y a pas de dialogue social, écoutez, nous, on ne reste pas les bras croisés. S'il n'y a pas de dialogue social, il y aura certainement un rapport de force qui sera engagé pour faire appliquer les conventions collectives et le Code du travail. Parce que c'est ça la loi et c'est ça la République. L'année 2018 a été marquée par un mouvement de grève générale qui a duré de longues semaines. Depuis 1,3 milliard ont été annoncés, mais nombreux sont ceux à considérer le verre encore à moitié vide. Concurrence dans le ciel du département, aide aux entreprises ou encore motion de l'ordre des avocats de Mayotte. Voilà ce qu'il faut retenir du reste de l'actualité locale. Place aux brèves avec au montage Leslie Vimenet. Dans une motion datant du 8 janvier dernier, l'Ordre des avocats de Mayotte monte au créneau suite à un post publié le 20 décembre 2018 sur la page Facebook du collectif des citoyens de Mayotte. La publication vise Marjane Gahem, avocate au sein du barreau, qui est venue en aide aux décasés des terrains Batrolo. Elle est notamment qualifiée de, je cite, complice de la colonisation comorienne, malgré les messages clairs envoyés publiquement lors de l'émission Kala Wadala. Les avocats s'insurgent des commentaires de cette publication dont certains appellent au meurtre et d'autres au viol de l'avocate. Le Conseil de l'Ordre, par cette motion, a souhaité rappeler que la défense de tous, et particulièrement des plus vulnérables, indépendamment de toute considération d'ordre politique, religieux, philosophique, social, constitue le devoir et l'honneur de tous les avocats. Le Conseil assure apporter son soutien à l'avocate et demande au ministère public d'ouvrir une enquête en vue d'identifier les auteurs de ces menaces. Et le collectif de Mayotte espère l'arrivée sur le département de la compagnie low-cost French Bee qui opère actuellement des vols entre Paris et La Réunion. Le dossier est activé et des rendez-vous ont lieu actuellement pour tenter de voir quelles sont les possibilités d'ouverture de ligne. S'il fait aujourd'hui la une de l'actualité, le dossier a été porté directement par le président du conseil départemental, Sohabaadine Ibrahim Ramadani. Le 20 décembre dernier, ce dernier a envoyé un courrier au directeur de French Bee dans lequel il se disait convaincu que le concept prôné par la compagnie trouvera un écho très favorable auprès d'une population en quête de services d'un nouveau genre. Seul frein et non des moindres, French Bee ne possède pas encore d'engin en capacité de décoller de la piste de Pamandzi à pleine charge de carburant et de passagers. Cela implique une escale qui risque d'alourdir les coûts et de relancer la question de la piste longue. Suite à la grève générale du début d'année 2018, une cellule d'urgence a été créée par la CCI en partenariat avec l'État et le Conseil départemental. Ce dispositif existe toujours et continue d'accompagner les entreprises sur leurs problématiques de trésorerie et le soutien à la relance de l'activité économique en octroyant notamment des prêts d'honneur. Le prêt d'honneur d'urgence a été mis en place par l'État et le Conseil départemental de Mayotte afin de permettre aux TPE-PME de surmonter leurs difficultés ponctuelles de trésorerie. Ce prêt doit permettre de faciliter la relance ou le développement de l'activité, notamment en favorisant l'accès au crédit à court terme et en incitant un effet de levier bancaire dans le financement de la trésorerie. Le dispositif de prêt d'honneur est un prêt à taux zéro sur 60 mois, pouvant aller jusqu'à 50 000 €.
Les chefs d'entreprise souhaitant bénéficier des services et de l'accompagnement de la cellule d'urgence sont invités à prendre rendez-vous avec la maison de l'entreprise où ils seront accueillis par une équipe dédiée. Place maintenant à l'invité de la rédaction. Ce soir, nous recevons Fatiou Ibrahim, l'un des membres du collectif de Mayotte. Fatiou, bonsoir. Oui, bonsoir M. Belucci, bonsoir à tous les spectateurs et téléspectatrices qui nous regardent. Vous avez pu regarder avec nous ces sujets. Vous avez vu notamment ce sujet sur la délinquance, cette recrudescence des actes de délinquance au sein du chef-lieu, notamment ce quartier Tanafou. On connaît l'historique de Tanafou. Vous-même, vous avez vécu un cambriolage qui a très mal tourné. Vous connaissez ça. Quelle est la position aujourd'hui du collectif? On a eu l'impression à un moment donné que les choses, ça allait mieux. On avait le sentiment qu'il y avait moins de cambriolage. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de votre côté? Quelle est votre position à ce niveau-là? Alors, bonjour à tous. Donc, à titre personnel, déjà, j'aimerais... ce sujet me donne une pensée pour un ami très proche de Mtsangamba qui a été victime... ce week-end d'un cambriolage. Il a été ligoté, bâillonné, on lui a fait un déménagement en règle de ses affaires. Bon, il en a trouvé certains. Ousseini, enfin on l'appelle Kofta. Et donc j'ai une pensée pour lui parce que c'est une expérience extrêmement traumatisante et douloureuse pour une personne qui n'a rien demandé, qui est chez elle, qui travaille dur pour gagner de quoi survivre et que, comme tout le monde, et de se retrouver accusé de riche et donc cambriolé. Est-ce que vous avez l'impression qu'on en parle moins, qu'il y en a moins, ou quel est votre sentiment? Pour répondre à votre première question, déjà, un message aussi aux autorités de l'État. En français, on dit que quand on joue avec le feu, eh bien, il finit par brûler, on se brûle. En maoré, il y a une expression qui peut-être sied mieux à la situation de l'État qui est en train de jouer. En maoré, on dit que en gros, traduction littérale, quand on joue avec la merde, eh bien on finit par se faire éclabousser. L'État a joué en voulant, au lieu de répondre à la demande du collectif et de l'intersyndicale en début 2018, à savoir de renforcer les forces de l'ordre, ils ont pu convaincre les mêmes forces de l'ordre qui demandaient cette augmentation de moyens pour que les forces de l'ordre à Mayotte soient remplacées par des gilets jaunes. C'est l'État même qui joue avec ça. Sauf que ce qui est particulièrement cynique et particulièrement peut-être savoureux dans cette affaire, c'est que justement, l'État se fait éclabousser et nous espérons qu'ils vont se rendre compte que ce sont des personnes qui ne sont pas dignes de confiance et avec lesquelles on ne peut pas s'allier. Ils se sont alliés à eux. Maintenant, on imagine bien, parce qu'à un moment donné, ça a éclaté ici, sur la place publique, comme quoi ils avaient des revendications. Ils ne voulaient pas que ceux qui sont contrôlés parmi eux, sans papier, qu'ils soient retournés chez eux. On imagine que s'ils ont arrêté ce travail, qu'on leur a pas demandé d'ailleurs, hein, on leur demande juste de rentrer chez eux. On leur demande de rentrer chez eux et ils veulent apparemment assurer notre sécurité. Donc maintenant, on imagine très bien que c'est des accords qui n'ont pas été respectés de part et d'autre et que donc l'État finit par se faire éclabousser par la merde avec laquelle il joue. Et donc, il y a eu quand même des créations de postes, il y a eu de nouveaux arrivants au niveau de la police, de la gendarmerie. Selon vous, c'est insuffisant, c'est ça, surtout? Ce sera suffisant lorsqu'on verra plus ces gilets jaunes sur la route. Il faut qu'on ait un département plein et entier. Il faut qu'on ait exactement les mêmes règles qui sont... C'est inimaginable. En métropole, on ne peut pas voir ça. De prendre des personnes en situation irrégulière pour assurer la sécurité du citoyen français. Donc, voilà, ce n'est qu'un juste retour ce n'est qu'un retour de bâton. L'État a joué avec ça. Et bien maintenant, il se fait éclabousser. Et donc, et nous savons aussi qu'ils ont, pendant un temps, essayé de faire en sorte qu'on n'en parle pas de cette violence, alors que la violence a toujours été sur ce territoire. Et elle ne s'arrêtera pas tant que... Ça a fonctionné, les gilets jaunes, quand même. C'était une réussite? C'est pas ce que demande le citoyen français. Le collectif et l'intersyndicale demandent des forces de l'ordre. Après tout, nous cotisons pour cela. Hein. Nous cotisons pour la sécurité. C'est quand même l'un des devoirs de l'État parmi les plus prioritaires. C'est la défense, c'est la sécurité. Et donc, nous n'avons pas demandé à ce que l'État nous envoie des gilets jaunes. Donc, il faut qu'il les renvoie chez eux. C'est ce qu'on leur demande. Et puis qu'ils nous ramènent des forces de l'ordre sur le territoire avec des moyens et non pas aller chercher des véhicules d'occasion pour les donner à la gendarmerie et à la police de Mayotte. Certains sont en situation irrégulière. Est-ce que cela, c'est louable qu'ils soient dans la rue ou pour vous, vous ne voulez pas de gilets jaunes, vous voulez des renforts? C'est pas compliqué. Des renforts en force de l'ordre.
Justement, vous avez parlé d'immigration. On a eu des chiffres par rapport à l'année précédente. On a une baisse de 25% des reconduites. On connaît le contexte dans lequel ces chiffres sont tombés. Qu'est-ce que vous en pensez? 25% par rapport à ces mois sans reconduire, c'est un chiffre correct ou pour vous, là encore, on est dans l'insuffisance et les moyens ne sont pas là? Nous n'avons de cesse de le répéter, mais puisque visiblement l'État ne souhaite pas entendre ni les Gilets jaunes en métropole, ni les citoyens mahorais ici à Mayotte, mais nous n'aurons de cesse de le répéter, nous ne demandons pas des chiffres sur la reconduite à la frontière. Ce qui nous arrangerait, c'est que ces gens-là restent chez eux et qu'ils n'entrent pas à Mayotte. Donc ces chiffres-là, à chaque fois, à chaque fois que la préfecture ici nous les communique, on leur dit mais ça ne nous intéresse pas. Combien sont entrés à Mayotte? Et là, ils nous répondent, mais avec autant de mépris, mais personne ne peut le savoir. Ben oui, mais justement, c'est votre boulot de le savoir. Combien de personnes rentrent à Mayotte? Il y a quoi? Mayotte, c'est 374 km². Ils ne peuvent pas protéger cette frontière-là. Maritime, personne ne peut entrer ici, si ce n'est de passer par la mer. Ou par les airs. On peut pas. Donc ils font exprès. Selon vous, on peut pas faire de parallèle entre effectivement les reconduites et les entrées. Donc ce chiffre n'a pas de sens quoi qu'il arrive. Il n'a aucun sens puisqu'on ne sait pas combien entre. C'est comme si vous me dites, oui, bah aujourd'hui j'ai dépensé 100 €. Oui, mais vous aviez combien au départ? Donc c'est un chiffre qui n'a de sens que si on a le nombre d'entrées. Et ce qui nous intéresse nous, c'est qu'il n'y ait pas d'entrée. Donc nous communiquer, ça c'est ils sont en train de brasser de l'air, ça les amuse, ils sont contents, ils renvoient 20 000 de immigrés chez eux, c'est plus nombreux que ce qui se passe en métropole. Ok, bon, la préfecture est content, le préfet est content de communiquer ce chiffre-là au ministère de l'Intérieur à Paris. Ok, mais les Mahorais, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse nous, c'est que quand on circule dans les rues de Mayotte, on ne rencontre que des immigrés. On n'entend que ça. On n'entend que du Shingazija, du Shinzouani, on n'entend que ça dans les rues de Mayotte. Et donc, c'est la réalité à laquelle il faudra que l'État réponde. Nous avons parlé tout à l'heure de Tanafou. On se souvient de ce qui s'était passé en 2016. Il y a quelques semaines, sur les terrains Batrolo, on a eu une opération similaire à celle de Tanafou avec effectivement des occupations illégales. Et la justice a délibéré et a ordonné à l'État justement de libérer ces terrains. Suite à ça, Marjane Gahem, donc une avocate, on l'a vu dans les brèves, le Conseil de l'ordre la soutient. Vous avez publié, le collectif, sur Facebook, une vidéo qui a eu des commentaires assez violents. On sait que les réseaux sociaux sont un endroit où effectivement la parole est libérée, parfois trop. Comment vous positionnez par rapport à ça et par rapport à cette motion du Conseil de l'ordre des avocats de Mayotte? Alors, pardon, vous avez évoqué un nom, vous parlez de qui? Marjane Gahem, donc une avocate. Une avocate ou alors la militante pro-comorienne? Il faudrait qu'on sache de qui on parle. Elle est avocate de profession. Oui, mais attendez, quand nous on lit des choses qu'elle écrit sur le site de Gisti, elle est militante pro-comorienne. Quand on voit ce qu'elle fait quand elle intervient à Tanafou, quand l'état de droit revient et qu'elle est en train d'haranguer les foules immigrées, en leur disant que voilà, c'est le moyen pour elles de s'enrichir, c'est le moyen pour les Comoriens de s'enrichir en ayant pillé des terrains appartenant à des citoyens français, en ne respectant pas la loi, en entrant dans un territoire clandestinement, et que cette personne-là profite de cette misère pour s'enrichir et elle le prône, publiquement. Il faudrait que déjà, par rapport à cette motion, il faudrait que peut-être qu'on remette un peu les choses à leur place. Quand le baron de Mayotte s'offusque que, bon, voilà, il faut qu'il y ait un... Est-ce que vous condamnez les insultes? Et il y a eu des menaces de mort. Il s'agit pas ici. Est-ce que ça c'est... Oui, non, mais c'est trop réducteur que d'en venir à est-ce que vous condamnez? Ici, il y a un sujet politique qu'on doit traiter en prenant toutes les facettes. Ici, nous sommes en train de parler d'une personne qui est en train d'encourager l'immigration clandestine en prouvant, en se contentant du fait qu'elle puisse s'enrichir sur cette immigration clandestine. Le barreau de Mayotte, qui, selon les informations que nous avons, ils ne sont pas tous unanimes sur cette affaire-là. Parce qu'il y a des avocats, notamment mahorais, qui sont totalement, qui se désolidarisent totalement du comportement de leurs consoeurs. Consoeurs qui ne respectent elles-mêmes, qui ne respectent pas la déontologie à laquelle ils font référence. Parce que quand même, elles doivent faire preuve de mesure, elles doivent faire preuve de modération, elles doivent faire preuve de désintéressement aussi dans sa fonction. Sauf que la vidéo qu'on voit, il n'y a pas de désintéressement. Au contraire, elle parle bien en argent sonnant et trébuchant.
Elle va se s'enrichir de 1 000 € par jour. C'est ce qu'elle dit elle-même. Elle le fait avec un trait d'humour. Justement, la madame a cette qualité ou ce défaut de pouvoir jouer justement de la comédie pour faire avancer sournoisement ses idées. Elle prétend qu'elle est avocate, alors qu'elle est militante du Gistier, elle est militante pro-comorienne. Le Gistier, rappelons, c'est le groupe d'information et de soutien des immigrés. Effectivement, il a des positions où il ne reconnaît pas Mayotte française. Vous lui reprochez d'être signataire et de faire partie de ce groupe. Elle a signé, coécrit récemment une tribune. Mais on ne lui reproche rien, cette dame. Elle n'est rien à Mayotte. Elle n'est rien, il faut qu'elle le comprenne. On lui reproche absolument rien. Elle peut rentrer à Paris si elle veut. Un jour, elle était sur votre plateau et on a entendu les commentaires après quand il me semble que c'était Jacques Martial qui venait après et qui a donné l'information comme quoi elle viendrait d'Iran. Mais qu'elle retourne en Iran si elle n'est pas contente de rester en France. Parce qu'en France, voilà, il y a une règle qui dit qu'on ne peut pas rentrer illégalement sur le territoire. Est-ce que ces divisions, elles ne font pas finalement le jeu de l'État? Est-ce que vous dénoncez justement ce manque de moyens? On se concentre effectivement sur des divisions et finalement pas sur l'essentiel, à savoir ces problématiques qu'il faut régler et que les gouvernements qui succèdent ne réussissent pas à régler aujourd'hui. Les divisions, c'est-à-dire, pardon. Les divisions au sein de la société, on le voit au sein même d'un barreau, il y a des divisions liées effectivement au contexte général et peut-être au manque d'action de l'État que vous dénoncez. Mais l'État joue sur les divisions et au lieu de régler les problèmes, de prendre les problèmes à bas-le-corps pour les régler, ils sont en train de jouer sur les divisions. C'est ce qu'ils ont tenté de faire au niveau du collectif, c'est ce qu'ils font au niveau des élus locaux, c'est ce qu'ils font un peu partout. Ils jouent ce jeu-là, mais tôt ou tard, de toute façon, j'ai un camarade de lutte qui dit, un de nos membres, pour ne pas le citer, son nom m'échappe, qui dit souvent, c'est Dachim, qui dit souvent que la vérité finit toujours par éclater. Et donc, du coup, la vérité finira tôt ou tard par revenir à la face de l'État. Et donc, ils auront beau jouer pour essayer de gagner du temps, mais la vérité reviendra toujours à leur face. Donc, là-dessus, ça a toujours été de vouloir diviser, de vouloir pour avancer ou pour ne rien faire finalement. Mais de toute façon, la vérité est tenace et elle reviendra. Un autre combat que vous menez, on s'arrêtera là ensuite, c'est French Bee. Vous espérez que cette compagnie low cost qui aujourd'hui opère des vols entre la Réunion et la métropole s'installe à Mayotte justement pour casser la situation de monopole que vous dénoncez d'Air Austral? Et bien sûr, totalement. C'est un combat tout à fait louable pour Mayotte, dans la mesure où nous savons que Mayotte étant une île, pour quitter Mayotte, soit c'est le bateau, soit c'est par l'air. Et donc, un peu de concurrence à Mayotte ne ferait que donner du souffle aux habitants qui ont besoin aussi de voyager, qui ont besoin de sortir pour les études, pour le travail, pour découvrir le monde, pour le tourisme aussi. Et donc, nous encourageons les élus, pour une fois, à s'unir encore autour de cette cause. Et nous continuerons à militer pour qu'il y ait plus de concurrence à Mayotte, parce que les prix qui sont pratiqués ici sont absolument inadmissibles pour tout citoyen français. Fatou Ibrahim, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est nous qui vous remercions. Et à très vite, on suivra tous ces dossiers, notamment French Bee, parce qu'il y a des réunions qui ont lieu, notamment, il y en a une actuellement. Merci beaucoup. Et on poursuit ce journal avec une femme de prestige. Myriam Kassim, première dauphine d'excellence, est de retour à Mayotte. Le 12 janvier dernier, la jeune femme est devenue finaliste du célèbre concours de beauté organisé par Geneviève de Fontenay. C'est Maëva Serradji, Miss Provence, qui a remporté la couronne. Mais Myriam Kassim n'en reste pas moins comblée et satisfaite de son parcours. Elle arbore désormais son écharpe avec fierté. La Miss revient pour KTV sur cette élection de Miss nationale et remercie les Mahorais pour leur mobilisation et la chaleur de leur accueil. Écoutons sa réaction au micro de Marion Tellier. Je suis plutôt très heureuse parce que déjà arriver dans les 5 pour moi c'était une victoire. Donc première dauphine, c'est quand même quelque chose parce que me retrouver toutes les deux face à Miss Provence et se retrouver les deux devant la scène, soit je repartais avec la couronne, soit je repartais avec l'écharpe de première dauphine. Donc j'étais très fière et j'avais qu'une hâte, c'était de rentrer à la maison, de pouvoir fêter ça avec tout le monde, de pouvoir remercier tous ceux qui ont voté pour moi parce qu'il y a une réelle mobilisation pour les votes. On m'a beaucoup soutenue, il y a eu beaucoup de com autour de cet événement-là. C'était une façon pour moi de revenir et de leur dire merci, que ce soit qui m'ait soutenu, que ce soit par la pensée, par le cœur, par les votes, et remercier parce que je suis vraiment très reconnaissante et je me rends compte de la chance que j'ai.
On termine cette édition avec un sujet de plus en plus présent dans l'actualité, la parité homme-femme. Si la problématique est souvent abordée dans la sphère économique et sociale, tous les domaines sont concernés. C'est notamment le cas de la littérature. Face à la quasi-absence d'autrices à Mayotte, la bibliothèque départementale organise des ateliers d'écriture ces vendredi 25 et samedi 26 janvier 2019. Dans la foulée, un concours littéraire est prévu pour la journée de la femme le 8 mars prochain. Sa thématique, écrire au féminin. L'enjeu est de taille puisque les ouvrages de 3 lauréates seront sélectionnés et publiés localement. Marion Tellier est partie à la rencontre d'une future participante. Reportage. Ayouba a 14 ans lorsqu'elle commence à écrire. À l'époque, c'est sa professeure de français qui décèle son talent à travers la qualité de ses rédactions. Ses encouragements, Ayouba ne les a jamais oubliés. Elle poursuit sa découverte de la littérature au lycée, puis c'est tout naturellement qu'elle choisit de devenir enseignante de lettres. Aujourd'hui encore, son inspiration ne lui fait pas défaut. Ses sujets de prédilection évoluent au fil des années et de ses expériences. J'ai un petit peu changé ma façon d'écrire, voilà. Vu que j'ai des enfants, je me suis mise à écrire pour les enfants qui adorent les histoires, voilà. Et ça me pousse, ça me donne de plus en plus envie, en fait. Les sujets qui m'inspirent, c'est tout simplement le quotidien. La vie de famille, la vie de couple, etc. La publication de son ouvrage, c'est ce qui pourrait lui être offert à l'issue des ateliers et du concours d'écriture qu'organise la DLLP à la bibliothèque de Cavani. L'initiative a été lancée dans le but d'étoffer les étagères dédiées aux auteurs mahorais dans la bibliothèque, des auteurs encore trop peu nombreux. Un constat d'autant plus vrai pour les mahoraises, pratiquement absentes de la littérature locale. La DLLP a à ce titre décidé de les encourager à s'exprimer par la plume en organisant un concours d'écriture le 8 mars prochain pour la journée de la femme. Les ateliers, en fait, nous avons prévu de les mettre en place. À la base, c'est pour préparer des gens qui souhaitent se lancer dans l'écriture parce que nous avons prévu de programmer un concours littéraire, écrire au féminin. Donc l'idée est venue parce que nous n'avons pas beaucoup d'auteurs féminins et avec la délégation régionale aux droits de la femme, nous avons prévu de mettre en place cette action et du coup on souhaitait préparer les femmes spécialement pour pouvoir se lancer dans cette aventure-là. Donc parmi les genres que nous avions retenus, c'est roman jeunesse, roman adulte et l'essai. Les ateliers devaient avoir lieu dès lundi 21 janvier. Ils seront finalement décalés au vendredi 25 et samedi 26 janvier dans un souci d'accessibilité au plus grand nombre. L'auteur Nassoura Toumani accompagnera les participants pour leur transmettre conseils et techniques d'écriture. C'est ainsi que s'achève ce journal. Tout de suite, la suite de nos programmes. Je vous donne rendez-vous demain dès 19 h pour une nouvelle page d'actualité locale. Excellente soirée sur Kwezi.